Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue au tout premier webinaire organisé par WeNetwork. Je suis Anna Loiseau. Alors, attendez, tic, partager. Donc, je suis Anna Loiseau, je suis ingénieure experte en protocole de communication. Et aujourd'hui, je vais vous parler de protocole Mesh, en particulier du Bluetooth Mesh. En fait, le Bluetooth, c'est un protocole que je connais assez bien, puisque j'ai été développeuse pendant 7 ans dans une société française qui s'appelle Parrot et qui est aujourd'hui bien connue sur leur activité drone. Et puis ensuite, j'ai fait un passage dans une école d'ingénieurs, une grande école d'ingénieurs, et où j'ai pu expérimenter avec d'autres protocoles adaptés à l'IoT dans la cellule des transferts technologiques. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux pouvoir vous positionner les Bluetooth face à ses concurrents. Et j'ai prévu 30 minutes de présentation et ensuite, je répondrai à vos questions. Et n'hésitez pas dès maintenant à les poster sur les chats. Les chats, il est là pour vous, pour qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, je veux commencer. Très bien. Je veux commencer par vous présenter la problématique à laquelle nous sommes confrontés quand on parle des mèches. En fait, vous souhaitez aujourd'hui faire du monitoring de vos dispositifs. Alors, vous ne m'entendez pas. C'est normal. Alors, j'entends sur les chats, il y a des personnes qui entendent. Vous m'entendez, très bien. Bah, alors, je vais pouvoir continuer. Super. Et pensez bien à vous connecter l'audio. C'est souvent les petits problèmes qu'il y a dans ces types d'outils. Donc, je vais continuer avec notre problématique. Donc, nous parlons du monitoring des dispositifs. En fait, vous savez des capteurs dans vos usines, dans vos entrepôts, dans des lieux publics. C'est des capteurs qu'il faut arriver à monitorer, qui sont de plus en plus nombreux, qui envoient des informations plutôt simples, des états. Ça peut être un on, un off, ça peut être des données des températures, des données des consommations instantanées pour suivre leur état, et qui peuvent reporter des informations comme par exemple le nombre d'heures d'usage pour pouvoir changer une ampoule, ce qui permet de faire des choses intéressantes comme de la maintenance prédictive. Donc, il y a beaucoup de choses en monitoring qui peuvent être faites. Et avec l'explosion des capteurs, c'est de plus en plus difficile de gérer ce type de réseau. Ensuite, vous savez les problèmes de tout ce qui est l'interconnexion de tous ces capteurs. Comme je vous disais, il y en a de plus en plus de capteurs. Donc, il faut arriver à les faire communiquer ensemble et remonter les informations d'une manière cohérente. Il y a un autre problème qui se greffe, qui est le problème des portées. Et ces réseaux de capteurs, ils sont déployés dans des espaces de plus en plus vastes, de plus en plus larges. Et vous pouvez avoir besoin de déployer votre réseau dans des bâtiments de plusieurs étages, incluant des sous-sols, et ce qui est assez compliqué au niveau de la transmission sans fil. Et vous devez pouvoir couvrir des espaces très vastes, voire suivre des équipements dans leur déplacement au niveau d'un territoire. Donc, la portée, c'est vraiment également une problématique courante aujourd'hui. Et enfin, il y a un autre problème qu'il ne faut jamais oublier, qui est l'interopérabilité. En fait, avec cette explosion des capteurs qui est en train de se mettre en place, et nous nous retrouvons avec des capteurs de différents fabricants, avec des normes différentes, qui implémentent des protocoles différents. Donc, comment réussir à interconnecter ensemble ces capteurs qui parlent différents langages, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs protocoles qui apparaissent, et pour essayer de donner un format qui soit les mêmes communs pour tout le monde et qui puisse donner de l'interopérabilité entre fabricants. Donc, pour vous parler du mesh, il y a beaucoup de protocoles mesh aujourd'hui. En fait, les mesh aujourd'hui, pour vous dire, c'est un réseau maillé. Donc, c'est un réseau maillé, c'est essentiellement une manière
de connecter les dispositifs entre eux de manière à ce qu'il n'y ait pas de device central qui lie les tout ensemble. Et autrement dit, c'est chaque dispositif communique avec tout le monde. Tout le monde communique avec tout le monde sans qu'il y ait un maître de la communication. Et ce qui fait que quand il y a un dispositif qui tombe en panne, et les réseaux ne tombent pas. Alors qu'aujourd'hui, avec un réseau Wi-Fi, par exemple, vous avez un routeur, un point d'accès principal auquel tous les dispositifs se connectent. Si les points d'accès tombent en panne, il n'y a plus de réseau Wi-Fi. Et donc, c'est un problème que les réseaux mesh essayent de résoudre en proposant cette interopérabilité entre tous les dispositifs, entre eux, en tant qu'égaux. Donc ça, c'est l'idée du mesh. Ça apporte beaucoup d'avantages, ça apporte des avantages au niveau de la portée, puisque vu que les dispositifs discutent entre eux, et on peut porter plus loin que si on a un noyau central qui doit atteindre tous les dispositifs. Donc c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus de protocoles, des réseaux maillés, des protocoles mesh. Donc quelques exemples de protocoles. Et aujourd'hui, les protocoles qui sont les plus utilisés sont les Zigbee, les Thread, Z-Wave et Bluetooth Mesh. Donc, je vais vous parler aujourd'hui. En fait, les Zigbee, c'est un protocole qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est très utilisé dans les réseaux de capteurs, qui était conçu pour ça, en fait, et pour des réseaux de capteurs, et qui est utilisé, par exemple, par Schneider pour des applications de metering, donc de la mesure de la consommation énergétique et de la gestion du thermique d'un bâtiment résidentiel. Donc ça, c'est des choses qui existent aujourd'hui sur les marchés. C'est une technologie qui est éprouvée, qui fonctionne et qui est basée sur un protocole sans fil qui est le 802.15.4 qui est standardisé par les I3E. Les threads, c'est un autre protocole qui se connaît un peu moins et qui est un peu moins connu, qui est porté par une alliance très forte et portée par Google notamment. Donc, c'est tout l'environnement Nest, si vous avez entendu parler. Ça, c'est les protocoles thread. Et les protocoles thread, c'est quelque chose d'assez intéressant qui va prendre de l'ampleur petit à petit. Et ce qui est intéressant à remarquer également, c'est qu'il se base sur la même couche radio que les Zigbee. Il utilise également du 802.15.4, également comme les Zigbee. Donc, les mèches tournent toujours autour des mêmes choses. Ça, c'est deux surcouches protocolaires différentes. Les Z-Wave, donc les quatrièmes que je vous ai mis dans les slides, c'est un protocole qui est très connu dans la domotique. Donc, c'était les leaders du marché il y a juste quelques années pour tout ce qui est domotique personnelle, donc comment équiper ses volets roulants, son portail, son éclairage à la maison. Donc, les difficultés du Z-Wave, c'est que c'était très axé grand public. Donc, il a des failles de sécurité, des petites failles d'implémentation. Donc, c'est un protocole, je vous en parle juste pour que vous sachiez qu'il existe, mais qui est moins adapté, à mon avis, à un environnement industriel. Et enfin, les Bluetooth Mesh, dont je vais vous parler un peu plus longuement aujourd'hui. C'est un protocole qu'à mon avis, il a des beaux jours devant lui, puisque les Bluetooth, c'est une technologie qui est répandue, qui est adoptée, qui fonctionne, qui est sécurisée. Et les Bluetooth Mesh, c'est un ajout qui a été fait pour donner cette capacité de faire des réseaux maillés tout en utilisant la technologie Bluetooth. Donc, c'est pour moi les protocoles mesh à surveiller de plus près, puisqu'il est très récent et il commence à monter en capacité sur des bases qui sont très sûres, qui sont les bases du Bluetooth. Donc, pour vous donner quelques définitions. Donc, dans les Bluetooth Mesh, nous avons un certain nombre de dispositifs qui communiquent entre eux. Donc, nous pouvons avoir, là, pour vous donner un exemple, vous savez, des interrupteurs, des ampoules, des ventilateurs, des thermomètres, un smartphone. Donc, ça, c'est les types de dispositifs qui communiquent entre eux et avec un réseau maillé. Les premiers dispositifs les dispositifs de base, on peut dire, c'est ce qu'on appelle un device standard. C'est un device mesh qui est capable de se connecter à un réseau mesh et envoyer ses messages.
Donc, distribuer ces messages, tout simplement, lui, et ce qu'il a à dire, il peut l'envoyer sur les réseaux. Ça, c'est un dispositif standard. Ensuite, il y a des dispositifs qu'on appelle des types relais qui sont capables de relayer les paquets qui leur arrivent, les messages qui leur arrivent. Un dispositif standard, il va se limiter à recevoir et envoyer des messages pour lui. Un dispositif relais, il va recevoir ce qui lui concerne et ce qui ne lui concerne pas, il va les renvoyer pour que ça aille plus loin et ça puisse attendre d'autres dispositifs dans le réseau mesh. Ça, c'est la différence entre un device standard et un relais. Ensuite, un device très important, c'est le proxy. Les proxys, c'est un device qui peut faire les liens entre deux mondes. Parce que les Bluetooth Mesh, je vous ai dit, c'est un ajout au Bluetooth. Donc, ce n'est pas tout à fait du Bluetooth. Donc, si on veut communiquer avec un dispositif qui n'est que Bluetooth, il faut passer par un device de type proxy qui peut faire les liens entre les deux mondes. Donc, ça, c'est l'importance. C'est pour ça que c'est très important les proxys, parce qu'il permet d'assurer la rétrocompatibilité avec ce qui existe déjà dans les Bluetooth. Et enfin, nous avons la dualité entre les dispositifs Friend et Low Power, c'est une dualité pour permettre les dispositifs très, très, très bas niveau et très basse conso. Donc, c'est toujours un équilibre à atteindre dans les communications sans fil. Il faut toujours consommer de l'énergie pour transmettre ou pour recevoir. Donc, si on veut avoir un dispositif très, très basse consommation, il faut que quelqu'un d'autre consomme plus pour équilibrer. C'est toujours cet équilibre. Donc, si on a un device qui doit être très low power, donc sur batterie ou avec très peu de ressources énergétiques, il peut, et c'est lié avec un node qu'on appelle ami, donc un friend, qui va être là à l'écoute permanente et qui va récupérer les messages que ces devices low power il envoie, les stocke chez lui et les renvoie dans le réseau mesh. Comme ça, pour les low power, lui, il envoie quand il veut. Oui, il envoie ses informations quand il veut et les devices friend s'assurent qu'elles soient relayées dans le réseau mesh. Donc, c'est un partenariat qui est créé. Donc, pour continuer sur les fonctionnements, je vous ai dit, dans un réseau Bluetooth Mesh, il y a des messages qui sont envoyés, donc des paquets qui sont envoyés dans l'air et en radiofréquence. Pour faire la différence entre les Bluetooth Mesh et les Bluetooth Low Energy, en fait, dans les Bluetooth Low Energy, on fonctionne par quelque chose qui s'appelle l'advertising. L'advertising, c'est la première étape d'un dispositif et dans lequel il s'annonce, donc il envoie des paquets d'advertising qui permettent de dire je suis là, je suis capable de faire telle et telle et telle fonction et on peut se connecter à moi. Ça, c'est les principes de l'advertising. Donc, la différence entre les mesh et les low energy, c'est que dans les Bluetooth low energy, l'advertising, c'est une phase préalable à une connexion entre deux devices qui vont communiquer entre eux. Dans les Bluetooth mesh, on reste dans cette phase d'advertising. En fait, on enrichit les paquets d'advertising de manière à leur faire transporter de l'information. Donc, tous les nodes dans le mesh, ils fonctionnent, ils s'envoient des paquets d'advertising, il n'y a pas de connexion. C'est pour ça que ça a été dessiné en pointillé, parce qu'il n'y a jamais de connexion, c'est des paquets qui sont envoyés et éventuellement reçus. Donc, comment ça marche cette communication, cet envoi des paquets? C'est par un principe qui s'appelle Managed Flooding. Donc, c'est un device qui veut envoyer un paquet, il va surcharger le réseau, il va envoyer, et les paquets, espérons qu'ils s'arrivent. Donc, on va s'arranger pour qu'ils s'arrivent. Donc, ces devices qui envoient un paquet, qui les transmet, vous l'avez en haut à gauche, en haut à droite, les paquets. Et il va envoyer ces paquets-là qui vont être reçus par 3 nodes. Uniquement, par 4 nodes. Uniquement les paquets relais, comme je vous ai dit tout à l'heure, vont les reforwarder. Donc, les faire partir plus loin. Donc, ces paquets, il va partir un peu plus loin, reforwarder encore par des nodes relais. Ils vont partir un peu plus loin jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination. Donc, ça, c'est le principe du flooding. C'est uniquement les relais, ils vont retransférer avec un certain nombre de paramètres qu'on peut configurer pour définir la durée de vie
les nombres de sauts qu'un paquet peut faire, parce que sinon, on se retrouverait avec un système dans lequel les relais envoient des paquets en permanence et ça surcharge le réseau et plus rien ne passe. Donc, il y a des mécanismes pour s'assurer que les paquets, ils s'avancent. Ensuite, quelque chose de très important dans les modèles de communication de mèche, c'est les systèmes d'envoi de messages. En fait, on n'est plus dans une connexion point à point. Là, on est dans un système de connexion dans lequel ceux qui ont de l'information à envoyer la publient, envoient un message. Et ceux qui sont en attente d'une information se souscrivent, s'abonnent à une adresse, à un événement. Donc, par exemple, ici, nous avons des interrupteurs et nous avons des luminaires qui sont distribués autour d'une maison. Donc, et ce qui est fait dans les Bluetooth Mesh, c'est on définit des adresses ou des tags ou des labels, comme vous voulez l'appeler, et pour définir les différentes pièces. Donc, ici, par exemple, dans la cuisine, on définit la cuisine et toutes les luminaires qui sont dans la cuisine vont s'abonner à cette adresse cuisine. Et l'interrupteur qu'on a placé dans la cuisine, quand il sera appuyé, il enverra une information à l'adresse cuisine. Et ce qui fait que toutes les luminaires qui sont abonnés à cette adresse vont voir que l'information est pour eux, ils vont s'allumer. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas une connexion directe, c'est un abonnement à une liste de messages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'abonner à plusieurs listes de messages. Par exemple, si vous savez un luminaire qui est dans la transition entre la cuisine ouverte, la cuisine américaine, et les séjours, ces luminaires, ils pourraient être allumés par un interrupteur placé dans le séjour. Donc, ça nous permet de nous abonner à plusieurs événements, de faire des scènes, de faire quelque chose vraiment de très souple parce que c'est dynamique. Au moment où on rajoute un nouveau dispositif, on lui dit sur quelle adresse il va publier et à quelle adresse il faut qu'il s'abonne. Donc, c'est vraiment dynamique. On fait ce qu'on veut avec notre réseau. Il n'y a pas de noyau central qui gère les tout. C'est vraiment chaque dispositif s'adapte à ce qu'il veut. Donc, nous avons beaucoup d'atouts. Le Bluetooth Mesh, il a beaucoup d'atouts, beaucoup d'avantages. Donc, pour commencer, nous avons le premier avantage, et c'est pour ça que je suis convaincue que le Bluetooth Mesh, c'est une bonne idée pour l'IoT industriel, c'est la sécurité. Nous avons une sécurité renforcée du fait qu'il y a un système qu'on appelle les provisioning. Les provisioning, c'est les moyens sécurisés permettant à un dispositif de rejoindre un réseau. Parce que vous posez peut-être la question, quand il y a un nouveau dispositif qui arrive dans un réseau, comment est-ce qu'il sait quelles sont les adresses disponibles, sur quoi il peut s'abonner, comment est-ce qu'il peut envoyer l'information. Ben, ça, c'est fait avec ces mécanismes qui s'appellent provisioning, qui typiquement, c'est une application sur un smartphone ou sur tablette qui permet de se connecter directement au dispositif. Donc, à un, il se connecte à lui donne les informations, lui donne surtout la clé de cryptage pour accéder après dans le réseau et envoyer des informations. Donc, on commence la sécurité par les provisioning. Ensuite, ces provisioning, il nous permet de faire de l'authentication et du cryptage. En fait, l'authentication signifie que que la personne, le dispositif qui envoie une information est vraiment le dispositif qui est censé l'envoyer, qu'il est autorisé et qu'il n'y a pas d'intrus. Donc ça, c'est l'authentication d'un dispositif qui a les droits d'échanger dans le réseau. Et ensuite, nous avons les cryptages, un cryptage à deux niveaux. Un cryptage au niveau du réseau, parce que les informations qui circulent dans le réseau mesh, elles sont toutes cryptées, mais il faut que les relais puissent décrypter une petite partie pour pouvoir faire l'acheminement. Donc, il y a un premier niveau de cryptage avec une clé de réseau pour cet acheminement. Et ensuite, vous savez, un deuxième niveau de cryptage au niveau de l'application pour crypter les contenus, parce qu'un relais n'a pas besoin de décrypter les contenus du paquet. Il doit décrypter juste ce qu'il lui faut pour faire transiter le message. Par contre, l'application finale, elle a besoin de décrypter les contenus. Donc, vous voyez, la sécurité est renforcée par ces cryptages, en plus du provisioning. Et enfin, il y a une protection de la vie privée, ce qu'il s'appelle les privacy, qui est un système d'offuscation, et donc une sécurité supplémentaire qui est rajoutée dans tous les messages, qui fait que l'adresse d'envoi d'un dispositif est toujours différente. Et autrement dit, que
on ne peut pas traquer un dispositif qui envoie des informations parce qu'une des grosses craintes des ces réseaux mesh dans lesquels tous les devices sont connectés entre eux, c'est que s'il y a un device malveillant qui essaye de traquer les mouvements d'un dispositif, et là, avec le Bluetooth, il ne pourra pas le faire parce que s'il n'a pas la clé de réseau, il sera incapable de savoir quelle est l'adresse, quelle est l'identité du dispositif qui envoie chacun des paquets. Pour lui, tous les paquets seront des paquets différents. Il ne pourra pas faire la correspondance entre les devices émetteurs et les paquets qui est envoyé. Donc ça, c'est une sécurité en plus. D'autres moyens de sécurité, d'autres atouts, c'est que je vous l'ai dit déjà indirectement, les smartphones, c'est une interface. Et tous les smartphones, toutes les tablettes aujourd'hui sont équipées de Bluetooth Low Energy. Donc, nous avons dans nos mains, dans nos poches, une interface, une IHM qui est tout juste magnifique. Donc, il n'y a rien à ajouter, elle est là. D'autres atouts, la scalabilité. Théoriquement, on peut avoir des réseaux de 32 000 nodes. Ça, c'est ce qui permet la norme Bluetooth. Après, il faut mesurer et la limite réelle, elle est bien en dessous. Ça dépend du nombre ça dépend de l'étendue, ça dépend de la portée qu'on veut avoir, ça dépend du nombre de relais qu'on place. On verra ça bien avec l'exemple que je vous ai prévu tout à l'heure. Et ça dépend du nombre de paquets qui sont envoyés, de la latence qu'on souhaite, du nombre des informations et ce qu'on souhaite des acquittements. Donc, ça dépend vraiment du cas d'usage. Et dans les cas de déploiement réel que j'ai pu voir dans la littérature, on peut faire un réseau de 1000 nodes pour des applications d'éclairage. Ça a déjà été testé et ça fonctionne. D'autres atouts, je vous ai parlé de la compatibilité smartphone. En fait, là, je les parle plutôt en termes de rétrocompatibilité. C'est-à-dire que pour faire du mesh pur, c'est-à-dire des dispositifs qui parlent juste en mode advertising, comme je vous ai expliqué au début, il faut avoir un noyau Bluetooth supérieur à 5.0 ou bien inférieur à 5.0 avec des ajouts proposés par la norme. Donc, avec ça, on peut faire ce qu'on appelle du full mesh. Sinon, nous avons les modes de compatibilité qui est disponible à partir de la version 4.0, donc à partir du Bluetooth Low Energy des bases. Et ça, c'est un mode de compatibilité qui s'appuie sur les Bluetooth Low Energy. C'est une connexion point à point en passant avec un proxy, comme je vous disais au début. Mais pour cela, il faut bien que l'implémentation matérielle que vous savez, les fournisseurs de votre puce puissent vous proposer la stack logicielle qui va avec. Mais c'est tout à fait possible. C'est ça un gros avantage également. Un autre atout, c'est les firmware update over the air. La possibilité dans les IoT industriels, quelque chose qui est essentiel, c'est qu'on déploie nos dispositifs dans l'usine, par exemple, et au bout d'un moment, il va falloir faire une mise à jour logicielle, une mise à jour de sécurité et récupérer des données en large nombre. Donc ça, c'est quelque chose qui est coûteux parce que si on doit déplacer un opérateur qui fasse cette opération manuellement sur chacun des capteurs, c'est très coûteux. Alors que si on peut les faire comme mise à jour logicielle over the air, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus sécurisé et beaucoup moins coûteux. Et ça, avec les Bluetooth, c'est possible avec les Bluetooth Flash, du fait qu'on a une stack Bluetooth Low Energy en dessous, donc qui est capable de faire du mesh, a au moins toute l'infrastructure radio pour faire du Bluetooth Low Energy. Donc, selon votre puce, il est possible de faire cette mise à jour en utilisant un canal Bluetooth Low Energy avec lequel on peut avoir du débit de 300 kilobits par seconde, qui n'est pas négligeable pour faire ce type d'opération. Et enfin, pour finir sur les atouts, on peut parler de la géolocalisation indoor. Ça, c'est quelque chose qui intrigue de plus en plus qui intéresse de plus en plus les industriels, puisque vous souhaitez suivre des devices en mouvement et suivre des machines, et géolocaliser des personnes qui transitent dans l'usine. Donc là, ça, aujourd'hui, c'est possible avec les Bluetooth à partir de la version 5.1. avec tout ce qui est fait, ce qui s'est appelé les direction finding. Donc, comment détecter la position d'un device d'une manière précise, donc de l'ordre du mètre, comme les GPS. Mais les GPS, vous savez, ça ne fonctionne pas à l'intérieur. Donc, ça ne fonctionne pas bien à l'intérieur.
Donc, pour les faire, il y a d'autres solutions qui sont proposées aujourd'hui. Et le Bluetooth Mesh, c'est une proposition depuis cette année, l'année dernière, cette année, on commence à avoir des solutions et des géolocalisations indoor par Bluetooth. Et vu que c'est du Bluetooth Low Energy en dessous, ça peut être compatible avec une puce, donc même matériel que le Bluetooth Mesh. Donc, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Les inconvénients, là, je vais passer très, très rapide parce que je vois les temps qui passent. Donc, je veux laisser temps à vos questions. Donc, je veux parler de deux inconvénients majeurs, mais qui sont inhérents au fait que c'est une technologie mesh. Un inconvénient majeur, c'est le débit. En fait, quand on envoie un message, les messages, il est relayé par les relais, donc il est multiplié. Donc, on se retrouve avec un réseau qui duplique les messages. Alors que dans une connexion point à point, les messages sont envoyés qu'une seule fois. Donc, le débit, il est forcément impacté. On aura un moins bon débit dans un réseau mesh que dans un réseau point à point. Et un autre point, un autre inconvénient, c'est la consommation. En fait, dans un réseau mesh, les devices, ils peuvent envoyer les informations quand ils veulent. Donc, les dispositifs, ils doivent être en écoute quasi permanente pour s'assurer qu'ils ne perdent aucun paquet. Là, la parade qui a été trouvée par les Bluetooth Mesh, et chacun des paquets, il est envoyé plusieurs fois. Et ce qui fait que s'il y a des dispositifs qui ne sont pas en écoute à ce moment-là, ils peuvent quand même récupérer une copie qui a été envoyée un peu plus tard. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles il faut jouer et il faut être très attentif parce que la transmission de données et la réception surtout, c'est très coûteux au niveau énergétique. Donc, c'est un inconvénient mais qui est lié au mesh, pas directement au Bluetooth Mesh, mais au mesh en soi. Donc, pour passer aux usages, je vais vous parler de quelques cas d'usage. En fait, là, c'est juste pour vous dire, le Bluetooth Mesh, il est très orienté aujourd'hui et il est très implanté dans tout ce qui est les luminaires connectés. 90% des produits certifiés par les Bluetooth SIG dans la dernière année vont concerner les luminaires connectés. Un premier use case. Donc, ça, ces use case ne concernent pas les luminaires, pas que. En fait, c'est un use case c'est un white paper qui a été fait par Ericsson, donc un des membres fondateurs du Bluetooth SIG, qui a voulu étudier les fonctionnements du Bluetooth Mesh et la charge qu'on pouvait mettre sur un réseau Bluetooth Mesh dans un environnement industriel. Bon, c'est un bâtiment de bureau. Là, c'est un bâtiment de bureau dans lequel ils sont installés 879 devices. Ces 879 devices, ça va du système des clims, et des interrupteurs, des luminaires, des capteurs de présence. Donc, c'est des dispositifs très divers qui ont été déployés sur une surface de 2000 m² avec plusieurs configurations. Donc, une première configuration dans laquelle il y a 12 relais, une autre dans laquelle il y a 49 relais, et deux possibles paramétrages de ces relais. Et sur ce scénario, ils ont testé 3 types de trafic. Un trafic léger, un trafic moyen et un trafic dense. Et avec ces chiffres-là, ils sont donnés un peu des indications de ce qui est possible de faire a priori avec du Bluetooth Mesh. Donc, ce qui sort de cette étude, qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, quand on a un trafic plutôt léger, donc peu de messages qui sont envoyés, et qu'on a un déploiement des relais qui est peu dense, donc les stars deployment, ça correspond aux 12 relais, on a une chance de réussite que les messages arrivent à destination de 99,1%. Donc, 99%, c'est très bien, c'est des très bons chiffres, puisqu'on n'est pas sûr à 100% que, dans l'ARF en général, on n'est pas sûr à 100% que les paquets vont arriver à destination. Donc, 99% sur un réseau mesh, c'est des chiffres qui sont vraiment très bons. Et de toute façon, on peut savoir si les paquets il n'est pas arrivé à destination et les retransmettre derrière. Donc, c'est des très bons chiffres. Et ce qui est intéressant de l'étude, qui peut être vu aussi, c'est qu'en fait, dès qu'on a beaucoup de relais, ça peut être contre-productif. Et avec un déploiement dense des relais, donc avec 49 relais qui sont placés dans ces scénarios-là, quand il y a peu de trafic, ça continue à marcher bien.
même si les chiffres sont moins bons qu'avec un déploiement peu dense, mais surtout, c'est dès qu'il y a beaucoup de trafic, les conditions se dégradent. Pourquoi se dégradent? Par ces problèmes que je vous avais dit de débit, c'est que les paquets ils sont démultipliés par les relais. Donc, si l'architecture des déploiements elle est mal conçue et il y a trop de relais, au lieu d'améliorer la portée, d'améliorer les rendements, ça va générer du trafic inutile qui va faire que les paquets les messages vont moins bien passer. Donc, ces deux scénarios dont je vous ai parlé, ça c'est dans la configuration des bases, dans lesquelles on prend les paramètres par défaut. Avec des tout petits réglages au niveau des relais, on peut avoir des taux de réussite d'arrivage du paquet des 99,9%. Donc, des excellents chiffres. Et là, ces réglages qui ont été proposés dans le white paper, c'est tout simplement ajuster les nombres de retransmissions qui sont faites par chacun des relais selon leur position et d'ajuster les délais entre ces multiples paquets qui sont envoyés dans la retransmission pour justement éviter les collisions. Donc, c'est des tout petits réglages, mais qui changent tout. Donc, ça, c'est pour vous soulever les faits que, en fait, dans les mèches en général, pas seulement le Bluetooth, et ça peut se jouer à pas grand-chose, et les faits que les réseaux fonctionnent bien ou pas. Un autre exemple, c'est un exemple plutôt d'industrie 4.0. Donc là, c'est les entrepôts des Magwang, donc une entreprise américaine des fabrications de luminaires, donc luminaires connectés. Donc ils ont décidé de s'appliquer leur technique et leurs produits. Donc ils ont décidé d'équiper leur entrepôt des 25 000 pieds carrés, l'équiper d'un réseau mesh des luminaires, un réseau Bluetooth mesh des luminaires, dans lesquels ils ont installé des luminaires de plusieurs fabricants, pas seulement le leur, de plusieurs fabricants, avec des capteurs de présence. Ça, c'était une nouveauté. Ils sont configurés 12 zones avec 22 luminaires. Et les avantages et les retours d'expérience qu'ils ont eu sur cette installation, c'est qu'en fait, ils ont fait une installation vraiment décentralisée, ce qui est très bien parce que ça élimine les besoins d'un central qui gère tous les luminaires, d'un noyau central. Là, c'est vraiment tous les luminaires communiquent entre eux et peuvent être pilotés individuellement via un smartphone ou une tablette. Donc, ça apporte beaucoup de souplesse. Et un autre avantage qu'ils sont vus, c'est au niveau du commissioning. Donc, bon, les contrôles smartphones, c'est qu'en fait, ces déploiements, il a pu être créé, configuré au bureau d'études avant de les déployer. Et une fois qu'ils arrivent sur site, il y a juste un petit réglage à faire au niveau du smartphone pour valider les paramètres. Et l'opération est transparente. En fait, les opérateurs ne se sont presque pas rendus compte que les systèmes, les réseaux des luminaires avaient changé. Et dans leur quotidien, ça n'a pas impacté leur quotidien. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant du Bluetooth Mesh, c'est qu'on peut déployer avant et après juste finir la configuration sur place. Et tout ça en utilisant des outils qui sont assez conviviaux, assez intéressants, comme des applis mobiles utilisés dans vos téléphones ou tablettes. Et un dernier cas que je passerai très rapidement, c'est juste pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de faire des choses compliquées avec les Bluetooth Mesh. Là, c'est un exemple proposé par Osram, donc fabricant des luminaires ou des drivers de luminaires. C'est qu'il y a Kasambi, une société logicielle qui propose une appli mobile sur Bluetooth Mesh qui permet de piloter tous les luminaires d'un endroit. Et des types, bon, Osram, c'est compatible, mais ils sont compatibles aussi également avec d'autres. Donc, on peut faire des choses très, très simples, des commandes avec un téléphone, des dispositifs mesh. Donc, c'est ça ce qui est intéressant, c'est souple, on peut faire des petites choses et on peut faire des déploiements à grande échelle, comme dans un entrepôt, comme vous avez vu à l'instant. Donc, je suis arrivée à la fin de ma présentation. Je vous remercie par votre attention. Et maintenant, je vous propose de passer à vos questions. Donc, vous pouvez poser les questions dans les chats, dans la conversation.
et postez-les à tout le monde. Et idéalement, puisque nous avons un modérateur dans la salle qui me fera passer les questions. Et voilà, je suis à votre écoute. Alors, j'ai une première question qui nous avait été envoyée en amont, qui nous demande quelle est la capacité de transmission simultanée des N-capteurs sur une machine, sans perte d'infos sur un réseau Bluetooth Mesh. Alors, c'est très délicat comme question, c'est une très, très bonne question. Et en fait, ça dépend de ce qu'on appelle simultané. Parce que simultané, ça peut être de l'ordre dans 5 secondes, on envoie une dizaine de messages. Ça, pour moi, ça ne pose pas de problème, ce n'est pas vraiment simultané. Par contre, si ensuite envoyer plusieurs messages dans quelques dizaines de millisecondes, là, c'est vraiment simultané. Et là, ça pose problème. Donc, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que dans le mesh, on envoie les paquets dans les trames de advertising, comme je le disais au début. Les paquets d'advertising sont dans des slots temporels de 625 microsecondes. Donc, on ne pourra pas envoyer une cadence plus rapide que ça, 625 microsecondes. Sachant que les paquets ils sont dupliqués et ils sont envoyés plusieurs fois. Donc, du coup, ça réduit d'autant la capacité. Et puis, je vous dirais que oui, ça dépend vraiment de ce qu'on appelle simultané, mais on peut envoyer plusieurs paquets soi-disant simultanés sur une même machine sans perte d'information, parce qu'on peut toujours demander des acquittements également. On peut demander des acquittements et au niveau logiciel, ce qui permet de savoir si les paquets arrivaient à destination ou pas, et demander retransmission. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, il y en a une autre question qui passe. Alors, est-ce qu'il existe sur les marchés des gateways passerelles Bluetooth Mesh disposant d'une API pour permettre de dialoguer avec un service SAS? Alors, des passerelles Bluetooth Mesh, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, il y a les fabricants de composants proposent des composants, proposent beaucoup de matériel bas niveau avec la stack qui va avec. Mais à ma connaissance, j'en ai pas en tête. Il doit en exister. Et sinon, ça ne va pas tarder. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Bon, je n'en connais pas en tout cas. Alors, une autre question intéressante, c'est l'encombrement physique pour embarquer un Bluetooth Mesh dans un capteur. Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est tout simplement l'encombrement d'embarquer une puce Bluetooth Mesh. Et parce qu'une puce Bluetooth Mesh, il embarque toute l'intelligence. Souvent, c'est des systèmes on chip. Donc, c'est simplement l'encombrement de la puce. Donc, un exemple, les Silicon Labs, leur puce, les dernières puces Bluetooth Mesh, et c'est un form factor des 4x4 mm. C'est un QFN 32 de 4x4 mm. Donc, c'est un encombrement, ça va. Alors, d'autres questions. Alors, notre question, c'est est-ce que mon téléphone il est compatible Bluetooth Mesh? Alors ça, c'est un point qui nous s'est posé assez couramment, c'est que en fait, les Bluetooth Mesh, c'est une stack logicielle à part du Bluetooth Low Energy. En fait, ils s'utilisent la même partie radio, mais la partie logicielle qui va par-dessus, elle est différente. Parce que dans les Bluetooth Low Energy, on utilise un système de profil
Et c'est des choses qui sont très bien définies par les Bluetooth SIG. Et dans les côtés mesh, les Bluetooth SIG a défini des choses beaucoup plus simples. Donc, la stack, elle est complètement différente. Donc, ça va dépendre de ce qui est proposé par les fabricants. Si vous pouvez utiliser les deux stacks en même temps ou juste une à la fois. Donc, pour répondre à la question, est-ce que mon téléphone il est compatible Bluetooth Mesh? Ben, oui, donc il est compatible s'il sait faire du Bluetooth Low Energy. Aujourd'hui, tous les téléphones ils sont capables de faire du Bluetooth Low Energy. Ça a été fait à partir du 4.0. Et donc, ils sont capables de les faire. Par contre, est-ce qu'ils pourront faire du mesh natif ou pas? Ça va dépendre vraiment de la version qui s'implémente et de la stack logicielle qui est proposée ou de l'appli qui tourne sur les téléphones. Et pour vous donner un exemple, mon téléphone que j'ai, mon smartphone, il est Bluetooth 4.2. Et Bluetooth 4.2 ne peut pas faire du full mesh. Il n'est pas capable d'envoyer des paquets uniquement en advertising. Par contre, avec une appli d'un fabricant, que ce soit Nordic, que ce soit Scilabs, que ce soit TI, avec une appli spécifique, on peut faire en sorte de rentrer dans les modes compatibilité et communiquer avec un réseau mesh. Ce ne sera pas du full mesh, mais on peut communiquer avec un réseau mesh. Donc ça, c'est possible. Et avec les nouveaux smartphones qui sont 5.1, ben on peut faire du full mesh directement. La question ne se pose plus. Alors, et une autre question intéressante, c'est au niveau de la géolocalisation. Ça nous change un peu des sujets. C'est la géolocalisation, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est adressé directement par les mèches, mais par les Bluetooth Low Energy en général. Et il faut des antennes spécifiques. Et ça, c'était la question qui était posée. Est-ce qu'il faut des antennes spécifiques, des réseaux d'antennes? Oui, parce que pour faire de la géolocalisation, il faut pouvoir faire ce qu'on appelle de la diversité d'antennes. Donc, les systèmes dans le Bluetooth Low Energy, c'est d'avoir un réseau d'antennes, donc 4, 5, plusieurs, qui envoient la même chose, mais avec un déphasage temporel, qui fait que les récepteurs, quand il va recevoir ces duplicata d'informations envoyées avec des antennes différentes, mais qualifiées, il va pouvoir en déduire la position de l'émetteur. Donc ça, c'est ce qui est implémenté au niveau du Bluetooth Low Energy pour la géolocalisation. Donc ça permet d'équiper un bâtiment avec des balises qui ont ces systèmes des réseaux d'antennes et les dispositifs qui transitent juste avec une antenne, eux, ils peuvent arriver à détecter l'information. Donc ça, c'est ce qui est en cours de déploiement, puisque l'aspect qu'elle a été validée entre la fin de l'année dernière et le début de cette année. Donc là, il commence à y avoir des dispositifs. Encore, c'est très, très récent. C'est encore très récent. Alors, les distances envisageables entre des points d'un réseau mesh. Alors, entre deux points concrets, là, on est dans les distances envisageables d'un Bluetooth Low Energy. Donc, ça dépend de la puissance, parce qu'on parle toujours, c'est toujours un équilibre. La portée, c'est toujours un sujet compliqué, parce que ça dépend des conditions, ça dépend de la puissance d'émission, ça dépend de la sensibilité à l'arrivée. Donc, on peut dire qu'on peut partir de la dizaine des mètres et jusqu'à voir la centaine de mètres dans un environnement très, très bon, à un planchant et avec une antenne, avec une forte émission de puissance, même avec les nouvelles modulations du Bluetooth Low Energy à partir du 5.0 qui permettent de porter plus loin. Donc, ça, c'est... on pourrait dire entre des nodes, ça va de la dizaine de mètres à la centaine selon les conditions. Alors, j'ai une... Alors, il y avait problème. Alors, je regarde d'autres questions. Alors, il y a une question intéressante une très bonne question par rapport aux connexions dans les milieux humides et une éventuelle compatibilité avec les milieux explosifs ATEX. Alors ça, c'est, je ne peux pas donner une réponse complète puisque
En fait, c'est un problème purement radio. Les Bluetooth Mesh n'est pas différent d'autres protocoles radio. Et de même que les Bluetooth, c'est des dispositifs qui fonctionnent sur la bande ISM à 2,4 GHz et avec une puissance d'émission maximale de 20 dBm, maximale je parle, 20 dBm. Donc, dans un milieu humide, pour commencer à répondre à la question, ça va fonctionner moins bien forcément parce que dans un milieu humide, ces sondes qui sont dans les 2,4 GHz fonctionnent moins bien puisque, ils sont dissipés, puisque la puissance est dissipée. Et les milieux explosifs à texte, là, il faut se conformer aux préconisations à texte pour tout ce qui est RF. Donc, je ne suis pas une spécialiste des milieux à texte, donc je ne peux pas y aller au-delà. Alors, une autre question intéressante, c'est est-ce que deux devices doivent être reliés par une suite de relais pour qu'il n'y ait pas de trous dans le réseau, donc qui nécessite une architecture réseau? Alors, oui et non. Et ça dépend de l'étendue de votre réseau. En fait, c'est dans votre réseau mesh, si c'est un tout petit réseau, tous les dispositifs communiquent entre eux, ils sont à portée, donc ça fonctionne. Ils se voient entre eux. Si vous avez des éventuelles craintes qu'à un moment, il peut y avoir un trou dans le réseau, ou qu'il y a un mur, ou qu'il y a des devices qui peuvent être écartés physiquement du réseau, là, oui, il faut mettre quelques relais. Il faut mettre quelques relais qui puissent reforwarder l'information et s'assurer que les nodes qui sont en périphérie puissent arriver à avoir ces infos. Donc, oui, il faut ajouter des relais pour ne pas avoir des trous dans les réseaux. Mais de là à dire qu'on a besoin d'une architecture réseau, pas vraiment. Il faut juste choisir les bons endroits pour le relais. Et déjà, un relais, il faut que ce soit un dispositif qui est connecté à une source d'énergie permanente. Donc, ça peut être un luminaire, ça peut être une prise électrique. Donc, il faut qu'il ait une source d'énergie continue parce qu'il est en écoute permanente. Donc, du coup, il va consommer beaucoup plus. Donc, il faut bien choisir les types de dispositifs qui vont être relais. Il faut bien choisir les positionnements. Donc, idéalement, si c'est dans un bâtiment, il faut placer les relais dans des couloirs, dans des endroits de passage, dans des espaces ouverts, dans des endroits où ça puisse maximiser son effet. Alors, une autre question, je vous remercie à tous pour vos questions parce que on a beaucoup de flux, donc c'est très intéressant. Et quel est le niveau de maturité du Bluetooth Mesh dans le monde industriel? Alors, les Bluetooth, tout court, il est mature, il est répandu, il est utilisé par tous et il est dans tous les dispositifs. Les Bluetooth Mesh est apparu en 2017, donc ça fait 200, un tout petit peu plus que 200. Et il commence à bien s'implanter du fait que, vu qu'il est rétrocompatible avec le Bluetooth Low Energy qui est partout, il est facile à déployer. Donc, nous avons eu des demandes d'industriels qui se posent très sérieusement la question et qui ont commencé à le déployer. Donc, alors, la maturité, si on l'entend comme nombre de dispositifs déployés, on n'a pas encore assez de recul, il n'y en a pas encore assez de dispositifs. Par contre, en termes de projection, oui, il y en a de plus en plus d'initiatives qui viennent et qui vont se déployer. Alors, une autre question plus sur la technique de l'envoi d'un message. Alors, comment est-ce qu'un émetteur de message s'assure de la bonne réception à l'autre bout du réseau? Par un indicateur? Est-ce qu'il y a un délai de réponse imposé, des catégories? Alors, c'est une très bonne question parce que ça répond à moitié dans la question. En fait, à l'émetteur d'un message, on a plusieurs mécanismes. On a déjà si c'est un grand message, il va être fractionné en plusieurs morceaux. Donc déjà, il y a un mécanisme interne au Bluetooth Mesh qui fait que les réseaux vont s'assurer que tous les morceaux arrivent à destination et qu'ils vont pouvoir être assemblés. Donc déjà, il y a une assurance de l'intégrité du message qu'il va arriver au bout. Ça, d'un côté.
Et quand c'est des petits messages, on peut demander un acquittement, tout simplement, un acquittement au niveau applicatif qui dit que quand le message il est reçu, bah, les récepteurs il doit envoyer un message en retour. Et sur ça, il y a des délais de réponse qui sont imposés et qui sont paramétrés au niveau du réseau. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, donc, une question plutôt d'ordre pratique, c'est concernant la mise à disposition du webinaire ou des slides. Donc, vous recevrez, tous les participants, vous recevrez un email très prochainement pour vous remercier de votre présence. On pourra vous envoyer les slides, la présentation qui a été faite aujourd'hui. Et d'autres webinaires seront programmés plus tard. Donc, je vous invite à rester à l'écoute de ce qu'on essaie de faire pour vous. Donc, on a une dernière question sur l'acquittement sur les grands messages. Alors, pour revenir sur ma question, sur ma réponse tout à l'heure, parce que je n'ai pas dû être suffisamment claire, concernant l'acquittement de messages. L'acquittement au niveau découpage du paquet, au niveau du fractionnement du paquet, ça s'est fait au niveau de la couche réseau, donc très bas niveau, que pour les grands paquets. Par contre, l'acquittement au niveau applicatif peut se faire sur tout type de paquets, sur les petits, sur les grands, il peut se faire sur tous. Donc, j'espère mieux répondre à votre question. Et enfin, j'ai une toute dernière question, et après, c'est la dernière question que je veux prendre. C'est pour les traitements des messages Bluetooth Mesh. Est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser un système avec OS de type Linux ou les traitements il est supporté sur un microcontrôleur FPGA? Alors, et aujourd'hui, les capteurs équipés des Bluetooth Mesh, eux, ils sont tout simplement un système en chip fourni par TI, Scilabs, un des grands fabricants du monde du Bluetooth. C'est un système en chip avec un microcontrôleur embarqué et toute la couche radio et tous les dispositifs radio. Donc, c'est vraiment autonome. Il n'y a pas besoin d'un microcontrôleur extérieur. Il n'y a pas besoin d'un FPGA extérieur. Il n'y a pas besoin d'un système avec OS. Après, rien ne vous empêche dans votre device, dans votre implémentation. Si votre device il fait d'autres traitements qui ont besoin d'un système avec OS, allez-y, il faut le faire et vous vous interfacez avec la puce Bluetooth qui alors elle fera moins de traitements et vous enverra les informations sur votre microcontrôleur sur votre système. Mais si vous voulez juste déployer un capteur simple avec les fonctionnalités qui sont déjà proposées par défaut par les fabricants qui sont déjà nombreuses, vous n'avez pas besoin de rajouter un système avec OS. Les systèmes avec OS sera nécessaire plutôt du côté de la partie qui va faire les commissioning, donc l'ajout dans le réseau, qui va faire la configuration, qui va, même pour faire du relais, il n'y a pas besoin d'avoir un système avec OS, parce que c'est des traitements automatiques au niveau de la couche radio. Donc non, c'est vraiment essentiellement pour les commissioning que vous avez besoin d'un OS. Sinon, vous pouvez vous rester sur ce qui est fourni par les fabricants. Lui, il va vous fournir, votre fabricant hardware va vous fournir une stack avec des modèles applicatifs qui sont basés sur les specs fournis par les Bluetooth SIG, et ils vont vous fournir également, en général, une app pour les commissioning, donc quelque chose pour démarrer. Après, à vous de faire votre propre application de commissioning ou outil de commissioning. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre premier webinaire. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère avoir soulevé des questions, de nouvelles questions. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter. Nous sommes à votre disposition. Et puis, bonne continuation avec les Bluetooth Mesh.